Bonsoir chers internautes et bienvenue à cette émission. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le collectif des employés de la Pana Presse. Et sur le plateau, nous avons M. Abdelrahmane Sow, qui est le président du collectif, Libon Eric, qui est le vice-président, et Alassane Sall, qui est le chargé de commission de règlement intérieur du collectif. Chers messieurs de la Pana, merci et bienvenue à Séné News. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler un peu de la situation de la Pana Presse parce que vous êtes en grève depuis quelque temps. Ma première question, c'est de savoir quelle est la raison principale pour laquelle vous êtes en grève. Je vous remercie, Monsieur Fred, de nous avoir accordé ce plateau. Et effectivement, vous avez souligné dans votre introduction, nous, les employés de la Pana, observent une grève depuis un mois, pratiquement un mois, parce qu'on a commencé cette grève le 1er août. Et au jour d'aujourd'hui, notre revendication principale, c'est le paiement de nos arriérés, qui s'élève au jour d'aujourd'hui à 39 mois et demi. 39 mois accumulés. Accumulés. 39 mois et demi depuis 2013. Depuis 2013. Oui. Alors, vous avez commencé le mouvement à observer un mouvement de grève. Est-ce que vous avez été reçu, entendu par les dirigeants de la Pana Presse et qu'est-ce qu'ils vous ont promis? En fait, la direction de la Pana a reçu des employés de la Pana Presse un mémorandum depuis le mois de janvier. Au mois de janvier, on était au paroxysme de la crise. C'est-à-dire que la crise était très dure. Pourquoi? Et les employés ont décidé de se sacrifier. Pour la Pana. On a rédigé un mémorandum. Les employés étaient réunis à l'Assemblée générale. On a décidé des textes. C'était au mois de janvier. Ces textes, on les a mis sur papier, on a voté le contenu, on a discuté de tous les points de ce mémorandum qu'on a déposé à la direction depuis le mois de janvier 2018. Notifiant à la direction que le personnel exige le paiement des arriérés, intégral des arriérés, avant, au plus tard, à la fin du mois de juillet 2018. Après ça, ça veut dire que le personnel s'est déjà engagé à travailler, à consentir encore 6 mois de plus pour donner toute la latitude à la direction de trouver des solutions pour le paiement des arriérés. On s'est engagé là-dessus. On s'était engagé à travailler pour la Pana. On s'était engagé à n'entreprendre aucune action en dehors ou bien en interne. Donc, c'est un sacrifice supplémentaire. En plus de ce que nous vivons dans nos foyers. Donc, la direction, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la direction n'a pas appelé le collectif, ou bien ses représentants, ça veut dire que nous, le bureau permanent du collectif, pour discuter, ne serait-ce que d'un seul point de ce mémorandum. Alors, la situation étant telle qu'elle est, est-ce que vous avez des activités à côté qui vous permettent de survivre? Sinon, comment vous faites? Bon, au jour d'aujourd'hui, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, au sein de la Pana, il y a beaucoup de profils. Et nous, on est en CDI. Donc, notre CDI ne nous permet pas d'aller travailler ailleurs. Donc, comme tout le monde, on est en Afrique. On ne fait que vivre par le soutien de famille. Hein? Et aussi, en fait, beaucoup d'entre nous vivent que voilà, par les proches, par la solidarité des uns et des autres. Pour ceux qui sont en CDI, et les autres, ils ont plus de marge de manœuvre, c'est ce que vous voulez dire? Tout à fait. Tout à fait. Eux, c'est quoi leur statut? Leur statut, c'est des prestataires. Donc un prestataire, il travaille comme il peut, quand il veut et tout. Donc il a la possibilité d'aller aussi chercher du travail ailleurs pour combler le gap. Alors, Libon, Eric, je m'adresse à vous cette fois-ci pour demander un peu
Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là à la PANA? C'est une grande agence de presse, une agence panafricaine. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette situation-là? Oui. Bah, en fait, il y a deux aspects. Il y a d'abord un aspect politique qui concerne notre principal bailleur de fonds, parce que comme personne ne l'ignore, ou beaucoup de gens le savent, la PANA s'est souvent appuyée sur les fonds libyens pour se développer. Et personne n'ignore aussi la crise qu'a connue la Libye et que traverse actuellement, les difficultés financières que traverse la Libye. Ça s'est manifesté particulièrement en 2011, ça on le sait, avec tout ce qui s'est passé autour de l'assassinat de Kadhafi. Et pour nous, ça nous a véritablement frappé en fait à partir de 2013. Donc en fait, les ressources se sont raréfiées. Ce sont carrément depuis 2013 pratiquement tarés, quoi. Mais peut-être la Libye était le grand contributeur, mais la PANA, c'est une agence qui est baillée par les États membres, c'est une agence panafricaine. Les autres États ne cotisent pas, ou bien c'est quoi le problème? Si vous voulez, à l'origine, bon, il y a des situations dans lesquelles je ne voudrais pas trop rentrer, parce qu'il y a eu une question, la PANA a été privatisée aussi à un moment donné, donc il faut voir donc la situation... Privatisée, voilà. Donc, par qui l'a reprise? Privatisée, qui l'a reprise en tant qu'agence privée? Qui a été privatisée par la direction ou le conseil d'administration actuel, en fait, d'une certaine façon. C'est une société anonyme, si vous voulez. Bon, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'à partir de 2013, il y a eu un problème au niveau des ressources. Et en fait, on s'est retrouvé en face d'une direction qui n'a pas su, à notre niveau, à notre avis, trouver de solutions alternatives. Comme j'expliquais tout à l'heure, qui n'a pas su trouver de solutions alternatives, qui n'a pas su rebondir aussi sur les évolutions technologiques. Parce qu'une agence de presse, vous le savez certainement, notamment une agence de presse en ligne, c'est un défi technologique permanent, parce que c'est des journalistes, donc il y a un défi, il y a un challenge éditorial, mais il y a également un challenge technologique. Donc l'agence n'a pas su s'adapter aux nouvelles évolutions. N'a pas su s'adapter et vous, concrètement, qu'est-ce que vous pensez que l'agence aurait dû faire pour se mettre au pas? Pour se mettre au pas. Oui, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? En fait, si vous voulez, pour se mettre au pas, déjà compter sur ses propres ressources. Parce que bon, là on parle, il y a Abderrahmane qui est là, qui est président du collectif, mais qui est ingénieur, qui est le directeur technique. Donc s'adapter, pouvoir s'appuyer sur ses propres ressources, pouvoir proposer, s'adapter au schéma, si vous voulez, au schéma et au format économique, en fait, dans lequel sont les médias aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la PANA, à la fois est dans une situation catastrophique, très compliquée, telle qu'on vous l'a décrit, mais qui a aussi une chance extraordinaire. Laquelle? Cette chance extraordinaire, c'est qu'elle est seule sur le marché. Il n'y a pas de concurrent. Mais aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus des agences comme l'APA, APA News. C'est pas le même statut. C'est pas le même. Bon, je veux pas critiquer mes confrères d'APA News, surtout que j'en connais bien et que je les aime bien. Mais bon, c'est pas tout à fait quand même le même statut. C'est pas non plus le même réseau. C'est peut-être pas aussi la même expérience. Et puis c'est plus forcément le même format. Ce que je veux dire, c'est que dans son format actuel, dans son statut, dans la densité de son réseau, la PANA, que l'on parle du monde francophone ou que l'on parle de l'Afrique anglophone, reste une entité unique qui a toute la latitude de pouvoir créer son propre modèle économique. Et qui, à notre avis, n'a pas su s'appuyer, en fait, sur ces nouvelles donnes, n'a pas su profiter de ces ressources. Et ça, moi, ce que je vous le dis, je vous le dis comme ça, mais même nous avions un président du conseil d'administration qui passe de temps en temps à l'agence, lui-même l'a constaté en disant que le problème de la PANA, au plus forts instants de la crise, le problème de la PANA vient aussi du fait qu'il n'a pas su trouver des solutions alternatives
Et comme je l'explique, c'est vraiment dommage, alors que c'est une société qui est, comme je vous dis, quand ça fonctionne bien, c'est extraordinaire, la PANA. Est-ce que les autres États, indépendamment de la Libye, sont quand même réguliers dans leurs cotisations? Ça c'est un problème. Si vous voulez, c'est un problème assez délicat parce qu'en fait, effectivement, il y a eu des États qui, à un moment donné, cotisaient, qui se sont arrêtés ou qui... Pour quelles raisons? Ça, je ne sais pas si je suis habilité à vous le dire et je ne sais pas si je maîtrise suffisamment Vous les savez, dossiers mais vous ne devez pas dire. Hein? Vous savez, mais vous ne devez pas dire. Bah, en fait, c'est qu'en fait, si vous voulez, ce sont des dossiers qui sont... Top secret? Pas secrets, mais qui ne sont pas de notre sort, voilà. Qui ne sont pas de notre sort et qui ne nous... Et c'est pas ça qui nous réunit, en fait, aujourd'hui. Hein. Nous, que l'argent vienne de la Libye, que l'argent vienne du Canada ou même que ça vienne de la Lune, pour nous, l'essentiel, c'est que l'argent soit là. Il y a de l'argent. Voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes ici. On n'est pas, en fait, pour l'instant, on n'a pas trop envie d'entrer dans tout ce qui est statut, administration de la PANA, parce que sinon, on risque de dire des choses qui risquent de nous dépasser et de ne pas correspondre à la réalité. Okay. Une partie de l'origine du problème, vous l'avez dit, c'est la crise libyenne avec la disparition du colonel Kadhafi. Mais est-ce qu'au sein de la maison, il n'y a pas un problème de management, de gestion? C'est ce que je vous ai dit. Hein, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'on a une direction qui n'a pas su faire face, en fait. La responsabilité de la direction, c'est quand on est directeur général, il faut savoir qu'on a des vies entre ses mains. Donc, qui n'a pas su faire face à la nouvelle donne, qui n'a pas su trouver de solutions alternatives, aller chercher des solutions alternatives, qui n'a pas su non plus, comme je l'ai expliqué, qui n'a pas su s'appuyer sur cette nouvelle donne technologique, qui n'a pas su manager son équipe, tout simplement. Bon, Abderrahmane a précisé des choses tout à l'heure. Vous avez posé la question de savoir si on avait affaire à la direction. La direction, on le rencontre régulièrement depuis qu'on a lancé le comité. On la rencontre régulièrement et on se rend compte à chaque fois que c'est un langage, et c'est ça d'ailleurs qui nous a poussé à ça, que c'est un langage qui ne fait pas pour nous, qui manque de responsabilité, qui manque de décision, qui ne dit pas les choses telles qu'elles devraient être dites. En fait. Alors, je vais me tourner cette fois-ci vers Alassane Sall, qui est le chargé de commission règlement intérieur du collectif des employés justement de la PANA. Vous, aujourd'hui, quelles sont les perspectives que vous voyez pour cette agence, qui est quand même une agence panafricaine? C'est peut-être l'un des projets phares qui rassemble la plupart des pays du continent, comme Air Afrique, qui a malheureusement disparu. Est-ce qu'on risque d'assister à une disparition de cette agence? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment la maintenir en vie et vraiment de manière fonctionnelle? Merci, on ne souhaite pas. La PANA s'inscrit dans une dynamique de perspective africaine dans le cadre du nouvel ordre mondial de l'information initié par l'UNESCO. C'est une arme aux mains de l'Afrique. Vous donnez l'information par les Africains et pour les Africains dans le cadre de la perspective africaine. Nous n'avons pas le droit de péricliter cette organisation. Nous devons la pérenniser. Quelles que soient les difficultés, notre objectif est de relancer la PANA. Parce que l'Afrique ne meurt pas. Et nous avons notre opinion, notre information à véhiculer par rapport aux informations qui viennent de l'extérieur. Les perspectives, c'est la relance. Comment il faut la relancer, la PANA? La relancer dépendra certainement de ceux qui voudront reprendre le flambeau. Parce que la PANA connaît des difficultés. On ne sait pas exactement de quoi demain sera fait, mais certainement
La relance est à l'ordre du jour. Est-ce que la solution ne serait pas la privatisation de cette agence-là? Je ne saurais trop m'aventurer dans ce sens-là, parce que le débat n'est pas encore posé. Mais tout ce que nous avons, les employés de PANA s'évertuent à faire vivre l'organisation et à pérenniser cette perspective, son outil de travail. Les employés, vous dites? Les employés. Mais est-ce que les employés, ça suffit? Eux, ils ont leur détermination, leur volonté, leur courage. Est-ce que ça suffit? Il y a de grandes décisions qu'il faut prendre à un certain niveau. Justement, notre présence ici s'explique par ça aussi, parce que nous devons faire pression pour que notre voix soit entendue par ceux qui doivent l'entendre. Abdraman veut dire quelque chose? Allez-y. Oui, en fait, c'est juste ajouter quelques éléments de propos tenus par mes deux collègues. Effectivement, il y a le monde anglophone et francophone, mais la PANA, c'est aussi le monde lusophone et arabophone. Donc, c'est un grand réseau. Et au jour d'aujourd'hui, on est pratiquement la seule agence qui fait les 4 langues. Et l'objectif même de ce collectif est de maintenir l'outil de travail. Malgré que nous faisons une grève illimitée, hein, en fait, c'est carrément la mort dans l'âme. On ne veut pas faire cette grève-là pour la PANA. Parce que même au mois de janvier, lorsqu'on avait déposé le mémorandum à la direction, on s'était sacrifié 6 mois de plus. C'est-à-dire qu'on se retient de toute action. Donc cette grève-là, nous ne la voulons pas. On veut que cette PANA redevienne comme avant et fasse son travail. Son travail, c'est comme ce que le professeur vient de vous le dire, c'est la décolonisation de l'information. C'est un livre qui a été écrit par France Fanon et l'Afrique doit parler d'elle-même. Donc le projet PANA, c'est un idéal, c'est un projet fédérateur qui fédère tous les Africains et sa diaspora. Ça nous unit. Donc nous, on est là pour faire bouger les choses au plus haut niveau. On est là pour montrer à l'Afrique que vous avez des gens qui défendent l'idéal africain, mais qui sont dans des situations très difficiles. Voilà, comme complément, je pense. Eric? Oui, d'ailleurs, comme vous avez demandé qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, quelles sont les perspectives, la première perspective ne vient même pas de nous. La première perspective vient d'abord de la direction, qui, je crois, a annoncé sur une radio qu'elle attendait un gros transfert qui devait tout couvrir. Bon, sur combien de temps? Qui devrait couvrir tous les arriérés. Après, maintenant, je pense que dans ces transferts-là, il y a des... ça se passe au remboursement. Bon, vous voyez un peu, remboursement, maintien d'outils de travail, développement. Hein. Donc, je pense que tout ça, c'est pris en compte. Mais ça devrait tout couvrir. Et ça, ce n'est pas nous qui l'avons annoncé, c'est le directeur lui-même. Ça fait 3 semaines qu'il l'a annoncé. Ça fait combien de temps la dernière fois que nous ne l'avons pas vu? La dernière fois que nous l'avons rencontré, c'était le mardi, juste de la semaine avant la Tabaski. Depuis ce jour-là, c'est blackout total. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de grève, on est dans une situation de tension extrême, et on a un directeur qui s'en fout. Qui est là, qui est dans son bureau, qui rentre, qui vient tous les jours, qui reste et qui ressort. Lui, il vit de quoi? Bah, il est employé comme nous. Hein, mais il a un autre boulot. Mais en tout cas, nous, de quoi il vit ou de quoi il ne vit pas, là encore, nous, on s'inquiète d'abord de notre situation. Ce qu'on constate, c'est qu'il est là. Et c'est comme si cette crise, cette tension, mais ça passait comme ça, quoi. Que ça allait se terminer, que des gens se sont fâchés, se sont levés un bon moment, et que ça allait se terminer. Et que tout va reprendre après comme si de rien n'était. Vous avez certainement vu dans les médias de la semaine dernière, vous avez entendu parler de personnes qui étaient prêtes à faire la grève de la faim ou des choses comme ça. Pour l'instant, ça n'a pas encore eu lieu. Ça n'a pas encore eu lieu. Mais on a des personnes qui sont dans des situations désespérées. Désespérées et qui peuvent... Comment ? Désespéré. Par exemple, hier encore, on avait un ami qui aurait dû être là avec nous aujourd'hui, qui était au chevet de sa sœur malade, qui a dû faire pratiquement tout Dakar pour trouver des sous,
pour pouvoir la faire rentrer, sortir de l'hôpital. On a un collègue qui, sa femme est en couche actuellement, est malade. Hein, on a des gens qui ne peuvent plus se soigner par faute de soins. Quand vous avez dit comment on vit, ben, c'est plutôt comment on ne vit pas. C'est ça le problème actuellement. Il y a des couples qui se sont brisés. Ah oui, les couples se sont brisés. Des familles qui se sont brisées, des enfants qui ont été expulsés des écoles, ah oui, des gens qui ont été expulsés des domiciles. Cette année ou depuis Depuis que ça s'accumule. Et là, c'est la rentrée des classes, bientôt. Hein, la Tabaski, bon, la Tabaski, on nous a donné ce salaire pour fêter la Tabaski, heureusement, mais la plupart des gens, même qui sont pour beaucoup de fervents religieux au sein de la boîte, de la boîte, je pense que leur Tabaski a été plutôt amer, quoi, hein, ce jour-là. Donc vous voyez, il y a des situations très très compliquées, et donc on ne peut pas on ne peut pas totalement se dire qu'on n'arrivera pas à ces extrémités-là. Nous, on s'est dit que si des gens en arrivent à ça, on va essayer de les en dissuader. Hein, parce qu'une grève de la faim, ça doit être contrôlé, ça doit faire l'objet d'un suivi, c'est pas évident et tout. Mais, et puis, il est hors de question de voir des collègues à nous risquer leur vie, comme ça, porter atteinte à leur vie, à leur santé. Mais si c'est leur choix, on pourra uniquement que les accompagner. Mais pour vous dire que la situation, pour beaucoup de personnes actuellement, est très très compliquée. La situation de vie est très compliquée. Okay. Eric, est-ce que le conseil d'administration à la PANA s'est souvent réuni depuis que vous êtes là-bas à la PANA? Est-ce que le conseil d'administration s'est souvent réuni? On a plusieurs fois demandé à ce que le conseil d'administration se réunisse. Faut-il que vous demandiez d'abord? C'est là toute l'incompréhension des choses, en fait, au niveau de l'agence. C'est que, effectivement, il y a un conseil d'administration. On a plusieurs fois demandé sa réunion, mais il y a tout un flou qui entoure actuellement. Comme c'est pour ça que quand vous parlez des questions de statut, de conseil d'administration et tout, il faut savoir que pour l'instant à la PANA, c'est un contexte vraiment très particulier qui sort totalement de l'ordinaire. Quand nous, on parle de nos problèmes au niveau de l'agence, la première chose que les gens nous disent, que ça manque de visibilité. Il y a la direction, il y a un conseil d'administration. Qui dit ça? Qui dit ça? Qui vous dit qu'il y a le conseil, il y a du flou? Quand vous évoquez la question. Des observateurs, vous, d'extérieur. De l'extérieur, voilà. Hein, quand je vous parle de ça, je vois un peu votre réaction, je vois que vous êtes un peu perplexe. Et bien effectivement, on est dans une situation qui est très compliquée, à la fois sur le plan des statuts, à la fois sur le plan des salaires, à la fois sur le plan du management. Et on attend vivement que ce virement, que ce transfert qui devra tout couvrir arrive. Abdrahmane Sow, au début, on l'a dit, même si la Libye était le grand contributeur, mais les autres États aussi sont appelés à contribuer. Maintenant que vous êtes en train d'observer ce mouvement, à qui vous vous adressez? La Libye n'est pas ici. À quel pays vous vous adressez? En dehors donc de la direction. Comment être entendu par les autres pays? C'est une agence panafricaine. Tout à fait. C'est une question très, très pertinente. Nous, déjà, on se bat avec les moyens qu'on a. Déjà, ce plateau déjà nous permet de faire passer le message à travers le monde. Donc, on vous en remercie. Parce que c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur et le personnel de la PANA est en train de souffrir. Et on ne sait pas ce qui va devenir demain. Mais ce qui est sûr, c'est que on est dans un état dans un état très critique, socialement et sur le plan aussi professionnel. Donc on prie pour que toutes ces souffrances-là, toutes nos entreprises qu'on fait au niveau des médias,
puisse avoir, en fait, l'écho puisse se faire ressentir par les chefs d'État, par des opérateurs, par les gens de bonne volonté qui peuvent aussi venir en aide à cette agence. Parce que, comme on l'a dit en introduction, c'est un projet panafricain. Et si vous voyez bien, au jour d'aujourd'hui, les médias occidentaux sont venus polluer les chaînes de télévision ou bien les médias africains. Donc, mais sur ces chaînes, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que leurs produits, ils ne font que diffuser leurs produits, ils font de la publicité, ils font véhiculer des idées à travers les médias et tout. Alors que l'Afrique, ce n'est pas seulement la sécheresse, ce n'est pas seulement les guerres civiles. L'Afrique, c'est aussi le Sénégal de Macky Sall. Il y a le Sénégal émergent. L'Afrique, c'est aussi le Ghana qui est un exemple de démocratie. L'Afrique, c'est aussi le Maroc qui se développe et puis qui investit en Afrique. L'Afrique, c'est aussi le Rwanda, c'est aussi l'Afrique du Sud. Donc, c'est aussi Dangote qui exploite partout des mines en Afrique. Donc, on peut en citer d'autres. La liste n'est pas exhaustive, mais il y a des choses en Afrique que nous, Africains, on doit mettre en avant. Et ce n'est pas pour cacher ce qui ne va pas, c'est aussi pour dénoncer ce qui ne va pas et pour que les gens puissent être alertés et prendre des décisions pour que ces genres de choses ne se produisent plus. Donc la PANA, c'est ça l'idée de la PANA. Et nous, ce qui nous retient aujourd'hui de la PANA, c'est cette idée panafricaine que nous maintenons à la PANA. Mais au jour d'aujourd'hui, on est dessus. On est dessus par l'attitude de nos dirigeants qui nous ont tant promis et qui sont la cause de nos souffrances. Est-ce que peut-être vous avez entre-temps peut-être pensé à rencontrer peut-être un responsable de la CEDEAO qui peut aider à porter votre message peut-être jusqu'à l'Union africaine ou à d'autres instances panafricaines? Vous y aviez pensé? Effectivement. Regardez, si vous rentrez sur le site de la PANA, toutes ces institutions panafricaines ont des dossiers. Ça veut dire que la CEDEAO a un dossier. La PANA a un bureau à Lagos. La PANA a un bureau à Lagos. Le siège est à Dakar, mais la PANA a un bureau à Lagos où les gens sont recrutés là-bas, ils travaillent là-bas, hein, et tout. Donc la CEDEAO n'est pas étrangère à la situation qui prévoit la PANA. Mais je pense qu'au sein du bureau, pour le moment, notre seul interlocuteur, c'est d'abord le directeur, parce que nous, on a signé des contrats avec la direction. C'est un contrat signé par le directeur, qui peut nous renvoyer quand il veut, et tout. Il n'y a pas de problème. Mais ce contrat, on l'a signé avec la PANA. Et la PANA, notre interlocuteur principal, c'est le directeur général. Mais effectivement, il est question quand même de vous dire aussi que ces institutions panafricaines, ces regroupements régionaux, la CEDEAO, la CEAC, la CEMAC et tout, on a des dossiers qui couvrent leur activité. G5 Sahel, l'Union africaine, tous ces dossiers sont régulièrement alimentés d'ailleurs. Sont régulièrement alimentés dans les 4 langues. Donc en français, en anglais, en arabe et en portugais. Ils sont présents sur nos sites. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne les voit pas. Donc c'est pourquoi lorsque M. Liban vous parle d'un flou, c'est à ce niveau. Parce que ces dossiers, normalement, s'il est question que nous vivons avec nos propres ressources, avec nos propres moyens, il est aussi question de faire vendre ces dossiers-là. Okay? C'est les dossiers qu'on couvre, c'est des éléments qu'on couvre. Par exemple, les photos. On a aussi un site photo qui regroupe des images venant de toute l'Afrique sur des sujets très pertinents, sur des recherches, sur l'éducation, sur la santé et tout. Et la PANA couvre ces genres de sujets partout en Afrique. FESPACO, la PANA couvre FESPACO. Les sommets de l'Union africaine, la PANA couvre les sommets de l'Union africaine. On fait des journaux, en fait des cahiers panafricains qu'on distribue et tout. Donc la PANA peut bien vivre de ça. Peut bien, par exemple, s'appuyer sur ces produits-là pour survivre. Alors, comme la maison connaît de grosses difficultés aujourd'hui, ça veut dire que théoriquement, il n'y a plus de production, c'est cela? Non, il y a la production à cause de la crise. Elle a baissé à cause de la crise. Qui est-ce qui produit? C'est toujours vous qui n'êtes pas payé depuis quelque temps? C'est toujours nous qui ne sommes pas payés et à la limite même qui ne sommes même pas considérés. Parce que si on vous produit un mémorandum, et qu'on vous donne ce mémorandum, qui n'est pas de ce pays, ce qui est pire, c'est que dans ce mémorandum, on ne réclame pas que les salaires. Hein.
Dans ce mémorandum, on exige le paiement des arriérés, mais aussi on fait des propositions. Maintenant, nous, on produit. Les correspondants envoient les dépêches. Ici, à Dakar, c'est le siège. Donc, on collecte et on diffuse après par la suite. Donc, malgré cette crise-là, c'est nous produisons, nous maintenons les sites, nous maintenons les systèmes. Le réseau aussi maintient son rythme. Donc, qui est depuis la grève, mais sinon, au début, la PANA a tourné autour de 150 dépêches par jour et par langue. Ah oui. 150 dépêches par jour et par langue. Donc, si vous multipliez même si vous diminuez ça à 100 pour que la multiplication soit facile, ça veut dire que par jour, si vous êtes à 100 dépêches par langue, vous êtes à 400 dépêches par jour. Ça, c'est au début. Là, au jour d'aujourd'hui, à cause de la grève et tout, on rejette, c'est juste le service minimum. Donc, on est à 20 quelques dépêches par langue et par jour. Alassane Sall, c'est bien Sall. Oui. Est-ce que la difficulté dans laquelle vous êtes a amené certains de vos collègues peut-être à choisir de partir, d'aller chercher de l'emploi carrément? Est-ce qu'il y en a qui sont partis ou qui ont eu l'idée à un moment donné? Les esprits sont différents. Comme il a déjà expliqué, il y en a qui ont un CDI, qui sont tenus de respecter les engagements et de rester, donc n'ont pas de prérogative. Cependant, certains ont quitté la boîte, d'autres sont décédés et n'ont pas été remplacés. Ça, il faut le souligner aussi. Certains prestataires ont la latitude de chercher ailleurs, de par leur statut. Ils peuvent aller chercher autre chose. Voilà, pour vivre. Est-ce que vous avez une oreille attentive auprès des autorités sénégalaises sur la situation de la PANA? Des démarches ont été faites, et des démarches ont été faites d'ailleurs par la direction elle-même auprès des autorités sénégalaises, puisque le Sénégal, bon, le siège est au Sénégal. Le siège est au Sénégal, donc c'est tout à fait normal quand il y a une situation comme ça que le pays hôte en fait intervienne. Et effectivement, on sait que nous sommes assez, nous sommes très. Les autorités sénégalaises se sont penchées sur le cas et se penchent très clairement sur le cas de la PANA, pour plutôt en tant que, comment je pourrais dire, pas en tant que bailleur principal, mais en tant que, je dirais, en tant que médiateur. Médiateur, parce que bon, comme on vous a expliqué, c'est un contexte politique assez délicat. Il y a différentes solutions, il y a différentes options. Il y a des options qui peuvent toucher le monde privé, il y a des options qui peuvent toucher le monde politique. Et à un certain niveau, c'est pour ça que nous, à notre niveau, c'est difficile, on n'est pas vraiment habilité à parler de ça, parce que parfois c'est des négociations qui se situent en haut lieu, en fait. Donc, nous savons que les autorités sénégalaises se sont saisies du cas de la PANA pour trouver une solution. Et trouver une solution en tant que médiation, faire de la médiation pour essayer de sortir et de remettre la PANA sur les rails. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une véritable volonté politique ici de vouloir garder la PANA en vie. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Oui, les démarches des autorités sénégalaises, c'est récent ou bien ça date de quel En fait, temps? ça a commencé pratiquement avec... parce qu'on avait fait un premier préavis de grève, je crois que c'était en 2017, en mars 2017, et c'est venu tout juste après. Ça a commencé tout juste après. Même si, par le passé, la situation préoccupait déjà les autorités. Mais c'est depuis cette période-là qu'il y a une véritable attention qui se manifeste. Bon, maintenant, comme moi je vous dis, on n'a pas envie d'entrer dans des dossiers sur lesquels on ne peut pas être tout à fait exact et tout à fait clair par rapport à ça, et surtout qui sont parfois en cours, et comme je dis, qui sont souvent sensibles. Puisque c'est une agence panafricaine également, est-ce que ce ne serait pas bien que vous ayez des interlocuteurs au sein même de l'Union africaine? Oui, mais comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire que toutes ces solutions-là sont en train d'être vues, d'être regardées.
Et comme je vous l'ai dit, le Sénégal, en tant que médiateur, appuie justement ces contacts-là qui doivent être là. L'idée, c'est d'arriver à trouver une solution pour que la PANA reste en vie, pour que les employés d'abord soient payés, hein, et pour que la PANA reste en vie et qu'elle puisse accomplir sa mission. Bon, l'idée d'éventuellement privatiser l'agence, est-ce que c'est une idée qui vous emballe, ou bien vous pensez que si elle est privatisée, la mission même de l'agence risque d'être dévoyée? Mais officiellement, est-ce qu'il y a ce risque-là? Officiellement, la PANA est déjà privatisée. Officiellement, la PANA est une société anonyme. Hein, depuis 1997, je crois. Bon, je veux dire, est-ce qu'il y a par exemple des bailleurs qui viennent peut-être de, je sais pas, peut-être de l'étranger, ça peut être un individu. Par exemple, Dangote qui est milliardaire, il peut décider de mettre son argent dans la PANA. Là, vous me demandez, comme je vous explique, ce sont des dossiers qui je ne sais même pas s'ils sont en cours, mais j'imagine que oui, que ça pourrait être très possible. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir accomplir notre mission, faire notre boulot. Pour pouvoir faire notre boulot, il faut pouvoir être payé. Maintenant, quelle que soit la solution qui va être trouvée, que ce soit un fonds privé ou un individu ou un milliardaire nigérian ou sénégalais, pourquoi pas, oui. On est preneur. Mais c'est qu'il peut toujours avoir de risques là-bas, que ce soit un homme d'affaires. L'information peut être contrôlée, comme aujourd'hui en France, les hommes d'affaires, c'est eux qui ont les grands groupes de presse. Oui, bon, maintenant, contrôler l'information... bon, vous savez, hein, moi je suis à la PANA depuis 2001, donc j'ai connu la période justement libyenne. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu des ordres venant d'en haut pour nous dire faites ceci, écrivez cela, ou faites comme ceci ou comme cela. Hein. Et ça, à la PANA, tout le monde pourra vous le confirmer. C'est une agence de presse qui a les règles d'une agence de presse, qui doivent être basées sur les faits ou quoi que ce soit, mais qui n'est pas aux ordres de qui que ce soit. Alors, je pense qu'on a fait le tour de la question, sauf s'il y a quelque chose, un dernier mot à dire, je vous laisse la possibilité de le dire. Ce qu'on veut surtout, c'est que la situation se décante. Hein, c'est que, parce qu'il y a une situation humanitaire, comme je l'ai expliqué, très grave hein, actuellement. Et que nous voulons que la direction prenne ses responsabilités. C'est-à-dire que quand on est directeur général, c'est pas n'importe quoi. On accepte le directeur général, en général, c'est quelqu'un qui a toujours des privilèges, quelqu'un qui a toujours des avantages. Nous, on l'accepte. Mais ces avantages-là, s'il a justement tous ces avantages, s'il a justement tous ces privilèges, c'est pour qu'il puisse se consacrer au développement de sa société, au bien-être de ses employés, à leur bien-être professionnel et à leur bien-être personnel. C'est tout ce qu'on lui demande, qu'il fasse son boulot et qu'il nous sorte de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Après, maintenant, s'il veut régler des comptes, on réglera, puis il réglera peut-être des comptes. Mais pour l'instant, qu'il fasse son boulot. C'est tout ce qu'on lui demande. Il est directeur depuis combien de temps à la PANA? En tout cas, moi, je l'ai connu en 2001. J'ai connu qu'il était là en 2001. Je crois qu'il a pris là 97. Depuis 97. Mais pourquoi il n'a pas été changé entre-temps? Ah, ça, c'est une bonne question. Il faudrait peut-être la poser. Parce qu'aussi, je pense que quand on dure quelque part, après, justement, on n'est pas sensible à tout ce qui se passe autour de soi. Tout paraît évident. Mais je pense que de temps en temps, il faut changer, non? Ces choix-là, nous, ça nous concerne pas, en fait, si vous voulez. Que ce soit lui qui soit directeur, que ce soit un autre qui soit directeur, nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il fasse son boulot et qu'il assume ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il y a eu, effectivement, actuellement, on passe des moments très compliqués, très difficiles, mais moi, je me souviens qu'il y a eu, au début des années 2000 ou mi-année 2000, des périodes où on a fait des développements assez extraordinaires. Et c'est toujours ce directeur qui était là. Donc, tout ce qu'on veut, c'est qu'il fasse son boulot. C'est tout. Quel que soit... il peut rester 100 ans, c'est pas un problème, mais qu'il fasse son taf. Lorsque l'agence tournait bien, est-ce qu'il y avait de la mobilité dans les autres pays ou bien c'est juste vos correspondants qui s'occupaient de la production? Par exemple, est-ce que vous quittez ici pour aller au Togo pour faire oui, bien sûr. Comme c'est une agence de presse,
c'est des reporters qui bougent. Il n'y a pas que ça. On a couvert les Coupes du Monde 2002, 2006, en photo, en texte, toutes les Coupes d'Afrique, avec plusieurs équipes à chaque fois. Il faut savoir que la PANA, pendant un moment, c'était le pendant AFP, Reuters, AP, Afrique. Hein, c'est une grosse machine, la PANA. Quand ça tourne clairement, c'est une structure assez importante, assez imposante. Et quand on se déplace sur un événement, on se déplace en général pour faire une couverture optimale, maximale. Alors, donc, je vous remercie. Je rappelle à nos internautes que nous recevions aujourd'hui le collectif des travailleurs de la PANA Presse. On a sur le plateau Abdelrahman Sou, qui est le vice-président du collectif, Éric Libon, qui est le vice-président, et Alassane Sall, qui est le chargé de commission règlement intérieur. Merci, Céline, nous vous remercie d'être venu et nous espérons que votre message est entendu et qu'il va y avoir de réactions positives et qui puisse permettre, n'est-ce pas, de maintenir en vie cette agence panafricaine qui est une fierté du continent, un projet fédérateur. Merci encore d'être venu. Merci. On vous remercie.